Direction Fort-le-Voix, aussi appelé Fort Chaput. À 400 mètres du rivage, relié par une chaussée submersible, le fort a une double vie, tantôt poste avancé du continent, tantôt navire de pierre immobile au milieu des flots. Bonjour Malvina. Bonjour Eric. Une drôle de sensation, je ne sais pas si je suis sur terre ou sur mer. Eh ben, un petit peu les deux en fait. Marée basse, on est encore sur terre, mais à marée haute, on flotte sur mer en fait. Bon, on y va, on va voir. On va voir. On a la sensation de rentrer dans un petit cocon. Oui, effectivement, on est ici dans un fort qui est à taille humaine, puisque la garnison comptait environ une cinquantaine de soldats. Alors racontez-moi dans quelles circonstances cet étonnant bâtiment voit le jour. Alors en fait, il faut se replonger dans le contexte de l'époque. Et lorsque Louis XIV prend le pouvoir à la mort de Mazarin, eh bien, on fait un état de la marine et la flotte française ne compte plus que 20 vaisseaux, dont 2 seulement sont capables de prendre la mer. Donc imaginez bien que pour faire face aux Anglais qui comptent chacun une centaine de navires, il va falloir construire 2 nouveaux vaisseaux. Et c'est là qu'on va décider de la création de l'arsenal de Rochefort, qui est situé juste au nord d'ici, à 24 km au fond de l'estuaire de la Charente. Et finalement, eh bien, il va falloir protéger cet arsenal et on va mettre en place tout un système de fortification qui avait déjà été commencé sous Louis XIII avec la citadelle du château d'Oléron qui est en face, ou encore Brouage qui est non loin d'ici. Et le fort ici, le fort du Chaput, va verrouiller en fait ce courreau d'Oléron qui est très prisé du fait du commerce du sel d'une part, et puis aussi de l'accès ici par le sud à l'arsenal de Rochefort. Les travaux commencent en 1691. C'est pas un lieu anodin pour construire un fort. Non, en effet. Et ici, ce rocher du Chaput est finalement une couche épaisse de coquillages avec de la vase en dessous. Donc c'était pas une mince affaire que de construire un fort ici à cet endroit. Alors comment on s'y prend avec les marées? Et oui, c'est aussi une autre contrainte, c'est qu'on ne peut travailler qu'à marée basse. Et les ouvriers étaient aussi employés la nuit à la lueur des torches pour profiter de chaque marée, puisqu'on n'a que 2 marées par jour. Donc ce bâtiment, c'est le casernement, c'est là où il y avait la garnison. Tout à fait, lieu de vie de la garnison, avec les chambres des soldats aux étages, les cantines au rez-de-chaussée. Mais alors là, c'est le donjon, c'est un peu étonnant parce qu'on se croirait au Moyen-Âge, il y a des douves, un pont-levis, pourquoi? Effectivement, c'est vraiment l'héritage des châteaux forts en fait au niveau de l'architecture. Donc par tradition, on avait cette douve qui entourait la tour puisque c'est le dernier lieu de retranchement en cas de débarquement ennemi. Donc c'est comme un deuxième fort à l'intérieur du fort. On peut se replier et se protéger parfaitement dans cette tour qui était d'ailleurs le lieu de vie des officiers et du commandant du fort. On est à quelle hauteur ici? Eh bien ici, nous sommes à 24 mètres de hauteur, tout en haut du donjon, donc sur cette deuxième batterie, la batterie haute, qui permettait d'avoir des tirs fichants pour casser les mâts et les voilures des bateaux. Vu du ciel, avec notre drone, ce Fort-le-Voix a quand même une forme assez étonnante. En effet, il a la forme d'un fer à cheval. Et cette forme a été dessinée en fait par Vauban, mais à l'origine, c'est François Ferry qui était chargé de construire le fort et d'en dessiner les plans. Et cet ingénieur avait prévu de faire un fort complètement ovale, avec 2 rangées de canons superposés et 2 tours qui encadraient une porte centrale. Finalement, le projet ne verra jamais le jour. Vauban imposera un plan type qu'il avait déjà mis au point pour les forteresses maritimes. La seule différence, c'est qu'il lui donnera cette forme unique et majestueuse en forme de fer à cheval, car il inscrira finalement son tracé dans les premières fondations réalisées par François Ferry. Comme toujours pour Louis XIV, un fort c'est aussi un acte de communication. Eh bien oui, effectivement, Louis XIV, lorsque le fort est terminé, demande à ce que ces armoiries soient posées sur la face fuyante du donjon. Donc cette façade qui s'adresse finalement à la population, puisqu'elle est orientée côté terre, côté continent. Et Louis XIV eh bien, veut aussi signifier à la population protestante qui peuple le bassin qu'il contrôle le territoire et qu'il jalonne aussi son royaume de forteresses, pas uniquement contre les Anglais et les Hollandais, mais aussi par rapport à cette population.